Bonjour à tous, interaction chaque vendredi 12h30, 13h, le point pour poser toutes vos questions à nos spécialistes sur la façon dont on gère ce portefeuille complètement transparent. Une émission donc interactive avec Thomas Louis et Paul Schforer. Bonjour messieurs. Bonjour. Représentant d'Acer Finance qui pilotait et qui avait la responsabilité de la gestion d'interaction. Notre analyste Hubert Tassin. Bonjour Hubert. Bonjour à tous. On commence tout de suite par un petit tour d'horizon de l'actualité des marchés. Alors, Hubert, une actualité assez dense. Un peu de grand écart cette semaine entre les inquiétudes sur l'évolution du dossier chinois, évidemment c'est un des sujets, et l'autre sujet c'est la flopée, vraiment on peut dire flopée de résultats qui sont tombés aussi bien semestriels, aussi bien aux États-Unis qu'en Europe, et notamment en France. Et notamment en France cette semaine où plus de la moitié des sociétés du SBF 120 pratiquement ont publié leurs résultats. Alors, évidemment, quand on regarde arriver au bout, malgré le fait qu'il y ait eu un petit choc, notamment un choc chinois, on fait presque 0 sur la France, on fait un peu moins 0,7 sur l'Allemagne, on montote aux États-Unis, et puis donc on a ces fameux 10% sur les marchés chinois ouverts aux résidents chinois. Alors, c'est pas Hong Kong. Hein. On a l'impression que pour vous, cette semaine, c'est la Chine qui est plus importante que les États-Unis. Non. Ah non, je pense que le plus important, ce sont les résultats des sociétés. D'ailleurs, la preuve, c'est qu'on termine en positif, alors que si on s'accrochait sur la Chine, et puis, on va peut-être le voir, quand on va détailler les résultats des entreprises, des effets de devise qui peuvent compenser la question chinoise, par exemple. Paul, on a une croissance américaine qui repart très fort. Oui, on a une croissance américaine qui est bien orientée, on a des indicateurs qui ont été plutôt positifs, on a eu finalement en Europe aussi des bons chiffres. Le seul point qui a un peu inquiété, c'est l'inflation, puisque les chiffres qui sont publiés sont un petit peu en retrait de ce qu'on pouvait espérer, et donc une inquiétude, ce qui ressort d'ailleurs sur la problématique chinoise, avec le risque déflationniste qu'on pourrait avoir en Chine avec la baisse des matières premières. Ça ressort aussi sur les résultats des entreprises. Tout à fait. Parce qu'effectivement, il n'y a pas d'inflation salariale, donc il n'y a pas d'inflation de coûts. Hein. Donc on voit des très beaux résultats, mais ça se ressent, bien sûr, il y a un effet pétrole et matières premières, mais il y a aussi un effet coût. Et la grande question, c'était est-ce qu'on remontera les taux d'intérêt aux États-Unis tout de suite ou plus tard à la fin de l'année? Et on le rappelle, quand il n'y a pas d'inflation, ça veut dire qu'il n'y a pas de pression dans les tuyaux. C'est comme la pression sanguine, c'est un peu un signe d'anémie. Thomas, qu'est-ce que vous retenez de cette semaine? Moi, j'étais très étonné. On avait dit la semaine dernière qu'il fallait regarder à l'est, à l'ouest, mais il fallait regarder aussi à l'est. On l'a bien précisé. Moi, je continue de voir ce qui se passe en Chine. Je suis vraiment étonné de l'impact de l'énergie sur toute cette zone-là. C'est considérable et on est vraiment au cœur du sujet en ce moment sur la baisse du prix de l'énergie, qu'on a souvent souligné dans cette émission. Ça joue à plein sur toute la zone là-bas. Ça joue en Amérique du Sud aussi, on le voit en ce moment. Il va probablement y avoir quelques annonces de pays en difficulté qui vont faire un petit peu de buzz dans le deuxième semestre, probablement, du point de vue géopolitique. On va même, c'est pas seulement le Venezuela, on va même jusqu'à des rumeurs ou des mises en examen de la notation d'un pays comme le Brésil. C'est la 7e économie du monde. C'est pas une demi-blague, oui. Ça serait en effet un problème. Vous nous avez apporté un graphique chinois, justement, pour parler de la Chine, avec cette question de la bulle est-elle en train d'éclater? C'est Paul qui va vous le commenter, parce que c'est lui qui l'a dessiné. Oui, en fait, l'idée générale est de dire on va vers une bulle qui est en train d'éclater. Mais je crois qu'il faut prendre un peu de distance et regarder ce qui s'est passé, puisque la Chine est rentrée dans l'OMC en 2002, et finalement c'est le moment où la rareté est devenue le driver du marché, avec une hausse des prix des matières premières considérable. Alors qu'est-ce qu'on voit sur ce graphique? Sur ce graphique, on voit un indicateur bleu, qui est celui du prix du fret, qui est en général l'indicateur de la dynamique de l'économie. Moi, je retiens simplement une chose, si on va juste à la fin du graphique, dans la toute récente période, finalement, il est plutôt mieux orienté. Donc ça, c'est quelque chose qui est plutôt positif par rapport aux sirènes très négatives. Le bleu en pointillé, parce que il y a le pétrole. Il y a le bleu qui baisse. Tout à fait. Donc, ça veut dire tout simplement que la dynamique du commerce international n'est pas si dramatique que l'on peut le croire. Ensuite, il y a finalement dans ce cycle l'idée que la bulle chinoise, elle a déjà éclaté
on est en train de gérer une situation qui s'est dégradée très fortement, finalement, avec la crise des subprimes et avec la disparition des consommateurs en Europe et aux États-Unis, qui étaient ceux qui alimentaient la pompe chinoise. Alors, au passage, ce qui me paraît intéressant, c'est de regarder le graphique du yuan, qui est en orange, dont on voit que l'appréciation commence finalement significativement vers 2005. Et là, on s'aperçoit que pendant la période d'appréciation du yuan, on a une appréciation du prix des matières premières, parce que le pouvoir d'achat des Chinois a profondément augmenté. Et ça leur a permis d'acheter des produits qu'ils achetaient plus cher, mais sans en voir l'impact. Donc moralité? Moralité, c'est ce qui a généré finalement une bulle, sur les matières premières, laquelle a explosé. Et donc là, on revient à une situation normale, mais pas inquiétante. Moi, je suis moins optimiste que Paul sur la Chine. Vous n'êtes pas d'accord là-dessus? Moi, je pense que la Chine est en train de faire en gros et en rapide ce que le Japon a fait, c'est-à-dire pays excédentaire colossalement, qui a des surcapacités, qui a un système bancaire qui a sauté. Pourquoi est-ce qu'on a créé cette bulle boursière? C'est parce que le gouvernement a souhaité refinancier les fameux shadow banking, c'est-à-dire en fait les sociétés publiques qui prêtaient, en plaçant des actions. Et puis le truc a dérapé, donc on a bulle boursière, comme ont eu les Japonais à la fin de leur période. La seule chose, elle a été moins longue en Chine, parce que tout est disproportionné. On a un problème immobilier qui est quand même pas réglé, et on a surtout des surcapacités industrielles. Alors les surcapacités industrielles, c'est ce que dit Paul, c'est la croissance américaine, la croissance européenne, mais en revanche, si les usines automobiles, et ça a été un des thèmes de la semaine, si les usines automobiles tournent à 75%, c'est quand même on a une crise de croissance. On a une crise de croissance et ça ne se règle pas en 3 minutes quand même dans un pays où finalement l'argent public va être remis massivement et est remis massivement dès aujourd'hui. Parce qu'on dit que la bourse a baissé de 10% cette semaine. Elle est quand même d'abord toujours en hausse depuis le début de l'année, de quelque chose comme, je veux dire une bêtise, comme 10% aussi. Donc on a des bénéfices, des actions qui baissent de 10%. Si effectivement les cours du début de l'année étaient à peu près corrects, on n'est plus très loin, en tout cas d'une stabilisation. Mais au Japon, la stabilisation, elle a été longue. Moi, je diffère sur ce point de vue-là, c'est-à-dire qu'en fait, je pense que le yuan n'est pas une monnaie convertible aujourd'hui, oui, ce qui change un peu la donne, et finalement toute la force de la situation, c'est dans le fait que le prix de l'énergie et des matières premières étant plus bas, il faut que le consommateur occidental, donc européen en premier, on le verra dans un des graphes qui est le plus important, puis américain, soit conscient du fait que dorénavant les matières premières c'est moins cher et se mettent à consommer. Et à ce moment-là, on retrouve une situation qui est plutôt favorable en Occident et en Chine. Et donc par ricochet en Chine. On aura en plus de ça une montée en gamme des consommateurs. C'est intéressant que vous ne soyez pas d'accord, ça nous permettra d'en reparler au cours des mois qui viennent. L'Inde, rapidement. Il y a des chances. Oui, alors l'Inde en revanche on est d'accord. L'Inde, en fait, la conséquence de cette situation moins favorable moins dramatique pour la Chine pour demain, mais qui a été quand même un vrai accident chinois, on le voit dans le graphe qui suit, oui, avec en orange foncé la performance de l'indice chinois, qui était très dégradé par rapport à ses plus hauts de 2007, qui a connu un mouvement très violent sur lequel on est certainement en train de vivre une consolidation, et puis un mouvement indien qui est en jaune clair, qui est beaucoup plus régulier, beaucoup plus profond, et aujourd'hui le marché indien a largement surperformé le marché chinois. C'est pour ça qu'on est dans une logique de dire, finalement, la bulle a déjà éclaté. D'accord, et c'est le troisième graphique aussi. Oui, sur la Chine. Le troisième graphique, c'est en fait de voir un petit peu qu'est-ce que c'est que la Chine. Eh bien, en termes de consommation, on le voit, c'est relativement faible aujourd'hui. Donc là, il y a du potentiel avec des patrimoines chinois qui sont quand même en train de se développer, puisque la classe moyenne est en train d'émerger et les consommateurs sont aussi donc en train d'émerger. Mais aujourd'hui, ce qui est important, c'est que la consommation soit forte en Europe, soit forte aux États-Unis. Et quand on regarde le chiffre d'affaires tel qu'il est réparti, les revenus dans les zones géographiques, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, l'Europe, c'est quand même 7%
de l'activité des entreprises du S&P 500, quand finalement la Chine n'est que 2%. Et les marges ne sont pas les mêmes. J'ajouterais que les marges sur les marchés matures, c'est ce qu'on va voir dans les résultats en détail, il y a des très grosses marges sur les marchés américains, sur les marchés européens. Et des conséquences sur notre portefeuille, sur ces soubresauts chinois? Alors, surtout, pour moi, la partie qui est importante et sur laquelle nous, on est vigilants, c'est de bien identifier si le consommateur américain, le consommateur européen sont en situation de pouvoir considérer qu'ils ont une rente et qu'ils vont pouvoir l'utiliser. C'est le cas aux États-Unis. Déjà dans les chiffres de la croissance, on voit que la consommation est un facteur de soutien. C'est le facteur qui a été positif ce trimestre-ci, qui ne l'était pas le trimestre précédent, et c'est quelque chose qu'il faut qu'on regarde et en Europe, dans le résultat de chacune des entreprises. En Europe, c'est plus erratique. On a un très très bon chiffre du mois de juillet en Allemagne, mais qui est après des chiffres moyens. Un chiffre plus moyen en France, mais après des bons chiffres. Donc on est encore dans l'erratique soft. Le cas très exceptionnel de l'Espagne, qui est un peu plus compliqué, puisque c'est un vrai recovery. Voilà pour ce petit tour du monde sur la macro. On passe tout de suite à notre tableau de bord. Un tableau de bord avec les feux, comme chaque semaine. Un seul changement cette semaine. Je vous laisse commenter, Paul. Oui. Tout à fait. Le stress de refinancement s'est dégradé. C'est quelque chose. Alors, qu'est-ce que mesure le stress de refinancement? C'est finalement la liquidité en banque centrale avec ce qu'on appelle les RMRA ou Repurchase Agreement, qui sont intégrés à la notion de liquidité masse monétaire simplement. Bon, c'est un indicateur qui traduit le fait qu'il y a des tensions liées à l'anticipation de hausse des taux par la Fed. Le discours de la Fed est venu derrière mercredi. Notre indicateur devrait, de mon point de vue, revenir à l'orange et pour progressivement s'améliorer. Voilà, bon, je pense quelque chose... Vous craignez pas que quand la hausse des taux va avoir lieu, moi je pense en septembre, mais que ce soit en septembre, en octobre ou en décembre, on s'en fiche un peu, vous ne pensez pas qu'il y aura quand même un petit stress sur les marchés de manière générale? Il a déjà eu lieu pour vous? Tout le travail de la Fed est de donner l'impression que les choses sont tellement évidentes qu'il faudra vendre la nouvelle. Et la réalité, c'est que les taux 10 ans américains sont à 2,31, finalement. Au plus bas, ils étaient à 1,40. C'était en 2013. Ça n'a pas été si dramatique que ça. Et si on ne pense pas que la hausse des taux est quelque chose, qu'il y a un emballement de l'activité, la réaction sera beaucoup moins importante que celle qu'on aurait pu craindre et que craignait le marché, justement, au début de l'année. Voilà, donc avec une météo qui reste en mode 3. Donc c'est le graphique que vous avez l'habitude de voir. Il fait beau, mais avec quelques nuages. Voilà, mode 3. On passe aux performances tout de suite. Alors, Thomas, les performances d'Interaction cette semaine? Alors, cette semaine, le marché a baissé de 0,22% et Interaction a baissé de 0,89%. On va rentrer un petit peu dans les composantes. Je rappelle qu'on est toujours en hausse de 18,87% sur Interaction contre 20,27 à l'indice. À noter que cette semaine, on a dépassé l'indice en dividende réinvesti, ce qui est la marque de... C'est-à-dire sur les 20% depuis le début de l'année. On était au-delà, on est monté à 20,37, quelque chose comme ça. On a donc battu l'indice. Ce qui est intéressant, c'est que le stock picking nous a aidé à battre l'indice et que cette semaine, l'arbitrage, c'est essentiellement une perte à cause de Total, qu'on n'a pas en portefeuille et qui a remonté sur ses résultats, qu'on commentera un petit peu plus loin. Et puis également une forte reprise d'LVMH et de Kering, qui sont lourds dans l'indice, que nous n'avons pas en portefeuille, et là aussi pour des raisons qu'on pourra expliquer tout à l'heure. Donc ça veut dire que voilà, on sent qu'il y en a sous le pied, mais bon, parfois, en effet, il y a eu encore des éléments... Voilà, alors ce qui est intéressant, c'est qu'on avait plus de retard sur l'indice. Aujourd'hui, on s'en rapproche fortement, ce qui est intéressant. Par contre, il n'est pas exclu qu'on ait cet été un petit mouvement indiciel à nouveau. Pendant notamment août-septembre, c'est pas exclu. Pourquoi Pourquoi? Parce que en fait les résultats sont bons, ils surprennent pour Total, alors que Total était délaissé. Je pense que la tendance sur Total est toujours négative, mais en revanche ça reste une bonne surprise. EDF, GDF aussi, alors qu'on s'attendait à ce que la baisse du prix des matières premières, qui est un de nos thèmes structurants favoris, pèsent un peu sur leur marge et pour l'instant, ce n'est pas totalement le cas, pour être clair. L'effet devise est important pour eux.
Donc l'un compense l'autre. Et donc on va probablement avoir une petite reprise de ces titres qui étaient un peu en retard ces derniers temps. Bon, rien de bien méchant, je pense que ça ne remettra pas en cause le stock picking et donc les valeurs qu'on a en portefeuille. On va voir qu'il y a quelques arbitrages qu'on va faire cette semaine. Mais voilà, ça reste un des thèmes importants de cet été, de mon point de vue. Bon, et ben voilà, on va passer tout de suite donc justement à ces arbitrages et la rubrique gestion. Pas eu d'arbitrage la semaine dernière. On va tout de suite découvrir ensemble ce portefeuille interaction pour voir quelles sont les lignes qui s'en sortent le mieux et celles qui s'en sortent le moins bien au cours des 5 dernières séances. Alors vous avez en tête du classement celle qui s'était mal comportée la semaine d'avant, qui est KPN. Encore une fois, ses résultats sont bons. Oui. Une défensive qu'on aime bien, nous, qui est Deleuze, qu'on a gardé en portefeuille, qu'on a même renforcé. Et qui a publié des résultats canons. Et Vraiment, contrairement à ses homologues voilà. Plus franco-françaises que son Casino ou Carrefour, les résultats de Deleuze ont joué à plein sur les faits. Il y a un pied aux États-Unis, on le rappelle. Il y a un pied aux États-Unis. On voit que ça repart en consommation, ce qu'on pariait sur les États-Unis, je le rappelle. On voit qu'on gagne en devises, ce qu'on pariait aussi. Bref, on retrouve nos thèmes structurants dans ce titre. On est bien content parce que comme il est absent de l'indice, ça nous permet une contribution absolue et relative au portefeuille, ce qui est plutôt une bonne chose. La Score aussi a sorti des chiffres excellents. Altran, c'est bien aussi. Et le Grand, Canon, je rappelle que c'était un arbitrage. On avait vendu Rexel et Schneider pour acheter du Legrand. Bien nous en a pris. Et puis Sanofi, encore une fois, qui est une de nos grosses pondérations. Je le rappelle, on a 6,80. Eh bien cette semaine, si vous n'aviez pas de Sanofi, c'était compliqué. Quand elle monte et qu'elle pèse 14% de l'indice. Voilà. Et puis dans les bonnes nouvelles, on a eu des défensives chez nous qui ont bien monté, Iberdrola, le groupe BIC pour la consommation et on n'est qu'au début du chemin pour nous. Et puis si on va aux mauvaises nouvelles, parce qu'il y en a eu, alors déjà on a eu Renault qui a quand même été, qu'on avait bien allégé, hein, on verra, on pourra le revoir dans les arbitrages, mais on l'avait bien allégé, malgré tout belle claque, à mon avis totalement injustifiée. C'est juste que après 50% l'effet de hausse. de mode, voilà aussi. Oui, l'effet de mode sur Peugeot. Il y a de la rotation Peugeot aussi, a surpris, Volkswagen a un peu surpris aussi en bien, donc voilà, c'est plus ça qu'autre chose. Et puis Renault, ce qu'on joue, c'est les nouveaux modèles. Donc les nouveaux modèles, il y en aura un par mois pendant presque 8 mois, mais ils vont arriver. Donc on ils garde sont Renault pas là encore là. Oui, on garde les 2% qu'on a en portefeuille. On touche pas, j'envisageais de la céder, mais je pense qu'on va la garder en portefeuille celle-ci. Fonds de portefeuille bien sur les en plus un beau positionnement dans la gamme, donc on va pas se couper de ça. Et on a Solvay dans les mauvais élèves, moins 4,45 avec des résultats qui sont bons, une acquisition. Ce qu'on a oublié, c'est qu'ils ont annoncé une augmentation de capital, ça fait baisser le titre, c'est ni plus ni moins qu'un arbitrage entre guillemets. On garde la ligne, nous on est plutôt confiants, mais on voit qu'elle nous a pas mal pénalisé cette semaine. Rien de bien méchant. C'est-à-dire qu'on a, je dirais un peu curieusement, les cycliques qu'on a, ce qui sont Infineon et Solvay, on les a en queue, alors qu'on est plutôt porté par le cycle. Donc c'est quelque chose de paradoxal, mais c'est plutôt des sociétés qui nous ont plutôt souri. Et puis je voudrais insister quand même sur le grand. C'est vraiment là où on voit le stock picking. C'est-à-dire qu'on avait du Schneider, on a dit Schneider c'est trop chinois grosso modo, et le grand c'est très allemand, c'est très français, c'est très bien. Européen. Et donc l'arbitrage, on l'a cette semaine, il y a presque 8% d'écart entre les deux titres. Donc c'est des vrais arbitrages là. Bravo, côté valeur, on a pas mal d'actu cette semaine, parce que vous le disiez, c'est même pas la peine d'imaginer traiter l'actualité. Qu'est-ce que vous retenez donc? On a vu le luxe. Je reconnais que c'est... Non, on retient d'abord que c'est bon. C'est globalement bon. Bon, effectivement, je ne veux pas dire que les valeurs liées aux services pétroliers, Valorec ou Technip, c'est bon, même si ça n'a pas forcément été aussi mal accueilli qu'on pouvait l'imaginer. Mais c'est bon. C'est bon parce on en parle quand même chaque semaine depuis des mois. On a le marché sous-estimé l'effet dollar. Je crois que c'est ça le côté le plus important. Quand on voit les résultats de Total, quand on voit les résultats d'LVMH et d'Essilor ou de L'Oréal, on pensait tout savoir, et ben on ne savait pas tout à fait tout. Et c'est pas fini? Et c'est pas fini, non, parce que la tendance est là et que pour l'instant on a une lecture sur 6 mois d'un dollar qui a baissé de 18%. C'est le calcul que je vous présentais il y a quelques semaines déjà. Moins 18% en moyenne, on va commencer à voir dans les résultats, notamment au deuxième semestre, cet effet encore un peu plus marqué.
Et donc, c'est-à-dire qu'il faut recharger le portefeuille Parce que encore plus en valeur dollar. Ça veut dire qu'il y a eu prenons l'exemple d'LVMH qui a bondi cette semaine et qu'on n'a pas en portefeuille, et Kering de la même façon. On a vu que les marges et les volumes étaient là, et notamment les marges en Europe et aux États-Unis. Donc ça, c'est intéressant. Ils se sont sauvés par l'échange. Alors qu'on a observé le ralentissement dont on parlait, nous, dans nos thèmes structurants sur la Chine. Donc, les choses sont au rendez-vous. Par contre, là où c'est très difficile pour nous gérants, c'est de voir quel est le curseur devise et le curseur volume. C'est très compliqué. On a eu des bonnes surprises. C'était pas facile sur LVMH, parce qu'on se disait c'est une valeur asiatique qui risque de souffrir, et on en profite quand même de le premier qui a donné une bonne indication, c'est Hermès. Mais on a dit Hermès, c'est du super luxe, c'est encore une autre clientèle. Et puis, finalement, le reste du secteur suit. Attention, les populations riches, les populations des États-Unis, de l'Europe, voire du Japon ou de l'Australie, elles dégagent de vraies marges aussi. Il n'y a pas que les nouveaux riches de Chine. Alors par ailleurs, ils disent tous, tout ce milieu du luxe dit que les Chinois ont tendance à aller acheter dans d'autres endroits que la Chine. Donc c'est assez compliqué de savoir. Si vous passez devant des magasins, vous voyez toujours des Chinois devant. Et c'est pas en Chine qu'on fait forcément le chiffre d'affaires des Chinois. En fait, c'est quand même l'Europe est la première puissance commerciale. Et voir une devise qui baisse, qui trouve un avantage compétitif de 18%, ça ne peut pas ne pas avoir de conséquences. Et c'est d'ailleurs certainement ce qu'on retrouve aujourd'hui dans les résultats, ce qu'on retrouve dans les dynamiques et ce qu'on retrouve dans les chiffres qui nous inquiètent. Et ça va continuer, cet ajustement, avec la remontée des taux américains, on va vers la parité euro-dollar. La cible est effectivement d'aller vers un mouvement qui nous mène à la parité. Faut pas le faire trop vite, ça serait encore mieux. Bon. Qu'est-ce qu'on retient d'autre dans l'actualité des valeurs, plus dans le détail? Peut-être il y a des secteurs qui s'illustrent? Moi, je voudrais parler de BNP Paribas, parce qu'on a fait un arbitrage. Je rappelle, on a commencé à vendre les assurances pour se renforcer dans le bancaire. Et qu'est-ce qu'on voit? Pour BNP Paribas, des résultats supérieurs aux attentes. Des analystes, et là j'ai une analyse Dodo sous les yeux qui renforce BNP Paribas, une baisse du risque, ça c'est important, je rappelle que les banques c'est du risque, on constate aujourd'hui une baisse du risque, et donc moins de provisions, des résultats meilleurs qu'attendus, et puis une amélioration de la solvabilité qui est au-delà de ce qu'on attendait. Donc c'est quand même les vraies clés du métier cette fois-ci, de banquiers, qui sont en train de revenir au goût du jour. C'est vrai pour BNP, c'est vrai pour qu'on a un portefeuille, c'est vrai pour le Crédit Agricole qu'on verra bientôt, et pour la Société Générale. Donc on va probablement renforcer nos bancaires dans le mois qui vient. D'accord. Est-ce que déjà une piste? Est-ce qu'on a quoi? On a BNP et on a Crédit Agricole toujours? Oui, absolument. On a deux banques, et ce serait quoi? Peut-être la Société Générale dans des proportions... Donc jouer le tiercé en fait. Oui. Jouer le tiercé. Natixis, c'est peut-être un peu tard. Natixis, je pense que c'est joué. On n'a plus grand-chose à déjà joué, mais une valeur qu'on a eue et sur laquelle on a eu raison de vendre, qui est Santander, a publié aussi d'assez bons résultats. Alors c'est à cause de son activité anglaise, donc c'est un peu compliqué. Mais le switch d'AXA et d'Allianz vers les banques et vers la Score, accessoirement, était le bon switch. Alors, ce qu'on retient aussi, c'est quand même ces résultats canons. On en parlait la semaine dernière avec Roche, de tous les laboratoires pharmaceutiques, tous les grands. Cette semaine, Merck et Pfizer... Merck et Pfizer, évidemment, en dollars, ils sont à la maison, mais ils subissent quand même le dollar sur l'Europe et sur le Japon. Et donc, on le voit avec Sanofi, avec les performances de Sanofi, mais c'est vraiment un phénomène structurant. Et même les moyens, c'est déjà assez gros. On voit que Ipsen, qui est plus compliqué à comprendre, la pharmacie, c'est très très compliqué, puisque autant si vous avez un géant, vous avez ce qu'ils appellent le pipeline, qui est important. Ipsen est maintenant au plus haut. On est vraiment sur quelque chose, il se passe quelque chose sur les pharmaceutiques. C'est un phénomène structurant du portefeuille, ce que disait Thomas, puisqu'on en a beaucoup, on en a une, mais elle est forte et il ne faut pas s'endormir. Et en ce moment, on en cherche d'autres, on n'a pas arrêté la recherche au moment où je vous parle. On est en train d'en chercher d'autres qui correspondent à nos critères. Bon. On en rentrera probablement Suite une ou à la deux. rentrée. C'est un secteur sur lequel les Européens ne sont pas mauvais. L'objectif, c'est d'avoir à peu près 10 à 12% du portefeuille à la rentrée en pharma.
Un mot sur Total, on parlait de Total, avec un pétrole qui ne cesse de dégringoler et finalement Total qui s'en sort plutôt bien. Alors au bureau, j'ai un de nos collaborateurs qui a travaillé sur la corrélation entre Total et le prix du baril. Donc elle est de 0,22, autrement dit quasiment nulle. Comment est-ce qu'on explique ça? En fait, la force de Total, c'est la production et surtout la réduction des coûts. Ils ont surpris tout le monde. Sur leurs résultats, là, c'est remarquable. On attendait, ils ont une production qui a augmenté de 12%, là où on les attendait à 8%. C'est quand même remarquable. Ils ont augmenté la production de pétrole de 23%, alors que dans le même temps, celle du gaz était de 1%. Bref. Bon, on regrette de ne pas en avoir alors du coup. Non, parce que sur la tendance, Total est quand même engagé dans une zone où il va falloir investir beaucoup, probablement diminuer la distribution de dividendes. Avec un prix du baril qui reste avec un prix du baril qui leur laisse pas grand espoir pour les 4-5 ans qui viennent. Donc je ne souhaite pas renforcer. Acheter de Total. Total, la performance de gestion est formidable. Il faut leur dire bravo. Et le sous-jacent, Paul, le pétrole, ça ne va pas remonter tout de suite? Non, le pétrole définitivement reste stable. Autre sujet, la consommation. Donc on disait un mot avec BIC. BIC, on a joué BIC. Alors effectivement, ce que disait Thomas, je suis mal placé pour parler des rasoirs et des briquets, puisque je ne fume pas. Mais vraiment, il y a quelque chose qui se passe sur les valeurs de consommation. C'est pas facile de les sélectionner. Elles sont pas extrêmement chères en général, mais c'est pas facile de les sélectionner. Donc sur BIC, c'était un bon coup, quoi. Oui. Et le même analyste dont je parlais tout à l'heure, qui est Odo, a augmenté son objectif de cours, qui était de 162 €. Il l'a passé à 172. C'est, à mon avis, largement mérité compte tenu de ce qu'ils ont annoncé et de l'effet consommation, encore une fois, qu'on a pu mesurer à plein cette année sur la consommation, il y a un peu l'automobile aussi. Alors ça, c'est compliqué à cause de la Chine. Il faut quand même pas. C'est que on a vu des performances formidables d'équipementiers, Plastic-Omnium. C'est une boîte magnifiquement bien gérée. C'est une boîte familiale exceptionnellement bien gérée. Mais quand même, on a vu Michelin, Valeo, qui sont des géants. C'est plus dur. C'est forcément plus dur quand le marché qui mangeait est en train de stagner. Mais on le disait la semaine dernière. C'est pas parce qu'on vend moins d'Audi qu'on vendra moins de 308 en Chine. C'est que la consommation se réoriente aussi dans ces pays-là. C'est vers le mass market, et donc c'est un avantage pour nos constructeurs français. Et puis alors donc on a la publication d'Airbus, mais nous on n'a pas d'Airbus, mais on a beaucoup mieux, puisqu'on a quelque chose qui monte plus, mais Airbus, Safran, Thales, ça se passe bien. Ça se passe bien. Alors effectivement, on vend des Rafales, on vend des Airbus. Airbus, il y avait une méfiance parce que ça avait beaucoup monté. Et puis, Airbus, les effets dollars, ils sont sur le carnet de commande, puisque quand ils vendent un avion, ils le couvrent. Donc, c'est pas, ils ne gagnent pas en instantané, ils gagnent le jour où ils vont livrer l'avion, qui est pas tout de suite. Mais ce secteur-là, qui est un secteur dont on parle tous les jours dans les journaux, parce qu'on vend des avions tous les jours, ce qui est une bonne chose. On le retrouve aussi dans les chiffres. Et puis là, il y a comme du dollar. C'est bon. Est-ce qu'on fait quelque chose comme arbitrage cette semaine? Déjà, est-ce qu'on sort des valeurs? Est-ce qu'on en allège? Alors, moi, un de mes sujets, c'est d'alléger probablement Essilor. Le mouvement est pour nous fait. On a vu les résultats, très bien. Encore une fois, l'objectif pour nous, c'est de basculer encore plus sur du stock picking, compte tenu de ce qu'on voit là. C'est-à-dire de la sélection. De la sélection de valeurs, voilà. On a probablement un titre à renforcer qui est Alcatel, qui annonce... On avait mis un pied dedans. Donc alors, pour être concret... Ce qui est gagnant, mais bon, Alcatel, on peut continuer. Alcatel et Nokia ont d'abord rassuré sur le fait qu'ils allaient fusionner, et ils ont publié des performances qui sont très bonnes. Qui sont très bonnes. Pour Alcatel, ça fait... On n'y croyait plus. Ça fait 10, ça fait 15 ans qu'on Michel Combe va pouvoir partir à la tête haute. Voilà. Il a redressé Alcatel. Il n'y aura pas de regret, donc, du coup, de vendre? Non. Nous, on va acheter de l'Alcatel, pour être clair. Donc, alors, on va en mettre 0,50. Sur Essilor, on vend toute la ligne. On vend toute la ligne. On avait 4%, donc on vend tout. Essilor, c'est le bon élève qui est au rendez-vous. Donc on lui dit bravo, on lui donne son prix, mais on ne voit plus très bien l'upside, même si on doit dire que Essilor, que L'Oréal ont été au rendez-vous des semestriels. Essilor, c'est réglé. Alcatel, on en prend 0,5%. Voilà, ce qui va on a combien de liquidité d'ailleurs? On a 5,25% de liquidité. D'accord. Donc on prend 0,5 d'Alcatel-Lucent,
Quoi d'autre? Et on va probablement renforcer Technicolor, malgré le mouvement qu'on a vu là. Nous, on pense que c'est... D'ailleurs, elle n'a pas corrigé. Hein. Après la hausse, elle n'a pas corrigé. Elle n'a pas corrigé après la hausse. C'est solide. Les analystes, ceux qu'on cite ou d'autres, ont tous révélé leurs estimations. Voilà. Il y a aussi, c'est un peu la même chose, il y a un management où on a confiance. C'est-à-dire que l'ancienne CG, Alcatel, on se met à avoir confiance. Technicolor, On a 0,6 l'ancien de Thomson, on se met à avoir On va confiance. monter à 1%. On va monter à 1% de monter à Technicolor. 1%. C'est assez légitime. D'accord. On va probablement aussi commencer à constituer une ligne de Publicis pour jouer le... alors ça, Vous c'est savez une que j'en ai valeur, beaucoup parlé. Donc, Cher à Hubert. Alors voilà, c'est cher à Hubert. Pour jouer le rebond, toujours la consommation, de la On croissance. joue ce mouvement-là, États-Unis plus Europe. Et pourquoi Publicis Leader. C'est un des leaders. Bel emplacement, enfin beau positionnement aux États-Unis. Et on pense que le leader en Europe sera celui qui bénéficiera le plus vite du mouvement de reprise. Le choix du numérique plus affirmé que ça ne l'a été chez Havas. Ils sont en avant sur quelque chose qui est structurant en matière de communication. On est bien là pour en parler, puisque c'est justement ce qu'on essaye de faire. Et quand même une restructuration qui est plutôt une bonne nouvelle après l'échec de la fusion avec Omnicom. Quel poids de Publicis On va commencer par faire une ligne de 1%, mais l'objectif est de monter à 2. D'accord. Là, on se place dans le cycle, on se place dans le cycle sur une valeur qui n'en a pas encore profité, qui a publié des semestriels qui étaient conformes, voilà. C'était pas beaucoup mieux et qui ne claironnent pas trop, mais bon, Maurice Lévy nous a habitués à nous surprendre aussi de temps en temps. Alors, quoi d'autre Je pense qu'on a fait le tour. Nous, on regarde chargeur aussi. D'accord. Oui, on a mis un petit doigt, c'est assez logique à un moment quelconque. On renforcera probablement peut-être cet été, on ne sait pas encore, mais voilà. Mais on les a, c'est celles qu'on a un peu dans le scope aujourd'hui. On garde tout ça près de la main pendant les vacances. Un œil sur les marchés, ça bouge vite. Merci messieurs de nous avoir accompagnés pour cette saison. On se retrouve à la rentrée bien sûr. Dernière semaine d'août pour reprendre le cours d'interaction, mais il se sera passé sans doute beaucoup de choses d'ici là et on reste vigilant grâce aux outils internet qui permettent de suivre ça en temps réel. Communiquer. Et vous aurez sur les... Nous, on va continuer de déposer les documents sur le site. Tous les documents hebdomadaires. Qui seront accompagnés d'un commentaire de marché pour dire à peu près ce qui s'est passé et ce qu'on a fait. Voilà, vous allez sur le site d'Acer Finance dans la rubrique d'interaction. Acerfinance.com. Merci, bonnes vacances à tous, merci de votre fidélité et on se retrouve très bientôt. Merci Thomas.